Le président Trump a menacé de botter le putain de cul de l'Iran parce qu'il se comportait mal et ne faisait pas ce qu'il leur disait de faire. On va voir exactement à quel point cela va être efficace. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Non seulement nous commençons à manquer de missiles intercepteurs de tout type et de missiles offensifs, mais il s'avère que les Iraniens commencent à dévoiler des missiles supplémentaires, aux capacités plus récentes. Cela pourrait nous causer encore plus de problèmes que ceux dans lesquels nous sommes déjà. Et pour essayer d'y voir plus clair, nous faisons appel à notre expert de référence, notre professeur du MIT, Ted Postol, expert en sécurité nationale, comme je peux assurément l'appeler, ancien professeur du MIT. Ted, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Eh bien, ne me qualifiez pas trop d'expert. Je suis universitaire, après tout, et vu ce que je dis des universitaires, certaines choses pourraient aussi s'appliquer à moi. Eh bien, à peu près tout ce que vous avez dit dans notre émission a été confirmé au fil des années. Donc je vais vous conserver ce titre. D'accord, très bien. Mais je veux entrer directement dans le sujet, parce qu'avant même d'aborder certains des détails que je viens de mentionner en introduction, le président Trump a fait hier une déclaration assez surprenante, voire qui fait lever les sourcils, sur la manière dont nous avons intercepté tous les missiles tirés depuis l'Iran vers notre base en Jordanie. Voici comment il l'a formulé. Nous allons les frapper très durement, parce que c'est notre tour de les frapper. Ils savent que ça arrive, ils nous demandent de ne pas le faire. Mais vous savez, ils ont essayé de nous tirer dessus la nuit dernière. 5 roquettes ont été tirées contre nous, à 8500 milles à l'heure. Et les 5 roquettes ont été abattues. Mais ils ont quand même tenté leur chance. Alors, c'est notre tour. Et nous verrons si nous parvenons à un accord à un moment donné. Mais nous allons les frapper très durement. Alors, qu'est-ce que vous dites? 5 missiles à 13 000 km à l'heure. Est-ce qu'on les a abattus? Eh bien, je n'ai pas les données, mais je doute que le président les ait non plus. En fait, même le fabricant a des données. Les éléments disponibles indiquent que peut-être 1 ou 2% des Patriot PAC-3, en supposant que ce soit bien des PAC-3 qui aient été tirés, sont réellement capables d'intercepter des missiles balistiques. Donc en gros, si l'on suppose par exemple qu'il y a une chance sur 100 de toucher une ogive, ce qui correspond à peu près à ce que nous observons, alors puisqu'il y en a 5, la probabilité qu'ils aient touché les 5 est d'environ 1 sur 10 milliards compte tenu de ce que nous savons. Donc, s'il affirme qu'un événement dont la probabilité est d'1 sur 10 milliards s'est produit, alors je suppose, je ne sais pas, on peut le prendre au pied de la lettre. Mais cela ne paraît vraiment pas très probable. Oui, on va classer ça dans la catégorie des éléments douteux, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir des preuves dans un sens ou dans l'autre. L'une des choses pour lesquelles je tenais vraiment à vous recevoir aujourd'hui, on l'a vu. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo en plein écran sous la main, mais des Américains présents sur le terrain ont avancé une affirmation. Je crois que c'était en Jordanie, où nous avons récemment subi des pertes, avec des morts et des blessés au combat. Ils disaient que l'un de leurs gros problèmes, c'est que notre radar détectait les tirs entrants, puis indiquait l'endroit où l'engin était censé tomber. Cela permettait donc aux gens de se préparer. Et puis soudainement, les missiles ont commencé à manœuvrer. C'était une capacité dont nous ne savions pas que l'Iran disposait. Et cela créait de vraies difficultés pour les Américains, ne serait-ce que pour y répondre. Pouvez-vous nous dire de quel type de missile il parle, et est-ce que nous devrions nous inquiéter? Oh, oui, nous devrions vraiment être très inquiets. Je suis surpris que ces gens ne s'en rendent compte que maintenant.
Enfin, j'en parle depuis des mois. Je ne suis pas prêt à le montrer pour le moment, mais la prochaine fois que je passerai, il me suffira de 20 secondes de vidéo. J'ai une vidéo qui montre ces ogives en manœuvre. Donc nous savons que les ogives, en fait, j'en parlerai. Vous savez, nous aurons quelques minutes pour des diapositives. Je sais que vous voulez limiter ça, mais je vous montrerai simplement, avec quelques diapositives, l'une de leurs ogives manœuvrantes. Et elle manœuvre réellement, et elle est impossible à arrêter. Et pour moi, c'est extraordinaire que ces gens commencent seulement à en parler maintenant. Cela montre que les dernières personnes à être au courant de choses connues publiquement sont celles qui sont censées avoir accès à toutes ces informations classifiées. Et vous savez, Ted, on peut simplement regarder ça. Voici quelques images satellites. Les États-Unis essayent de bloquer ce genre de choses, mais certaines sociétés de satellites continuent de les diffuser. Ce sont des preuves des cibles précises que le camp iranien a visées. Toutes les bases américaines que vous voyez à l'écran ont des cibles parfaitement localisées. Donc à chaque fois qu'ils tirent sur quelque chose, ils l'atteignent. Oh, oui. Je pense que ce que nous savons désormais sur les missiles iraniens, c'est que d'abord, ils utilisent le système de navigation chinois Beidou. C'est en quelque sorte une version du GPS américain, mais il ne peut pas être brouillé. Autrement dit, il n'y a aucun moyen de les empêcher de recevoir les signaux de navigation. Et ils peuvent aussi obtenir des informations précises sur leur position pendant qu'ils traversent l'espace. Donc, au début de leur trajectoire, ils suivent ce qu'on appelle une trajectoire balistique. Elle est essentiellement déterminée par le champ gravitationnel de la Terre et par la quantité de mouvement de l'objet. Et ils peuvent connaître, avec une précision inférieure à 1 mètre, vous savez, leur position exacte en 3 dimensions tout au long de leur trajectoire. Leur position est donc affinée de plus en plus. Puis, lorsqu'ils atteignent le sommet de l'atmosphère, qui dans notre cas, correspond à l'altitude où l'aérodynamique commence à jouer un rôle, on est bien en dessous de 100 km. Mais disons que c'est 100 km. Et ils connaissent leur position avec une précision d'environ 1 mètre dans les 3 dimensions, 1 mètre ou moins. Ils ont aussi, sur ces dispositifs, des accéléromètres capables de mesurer l'accélération due à la rentrée atmosphérique, ainsi que celle due au moteur fusée qu'ils allument sur le véhicule. Donc la précision... Je me suis renseigné là-dessus la semaine dernière, parce qu'ils sont disponibles dans le commerce. On les appelle des MEMS, des capteurs microélectromécaniques. Ce sont de tout petits composants. Quand les drones volent, ils en sont équipés. Et ils sont omniprésents, il y en a partout. Il suffit donc de les acheter, ils sont très précis. Et une estimation très prudente serait que les imprécisions introduites par ces MEMS pendant une rentrée atmosphérique se limitent peut-être à quelques mètres. Wow, quelques mètres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le problème du contrôle. Vous savez, on essaie de contrôler l'orientation de l'ogive, et chaque petit écart par rapport à ce qu'on voudrait vraiment obtenir oblige à manœuvrer. Donc je dirais qu'ils ont probablement une précision de quelques dizaines de mètres sur la cible, ce qui est très bon, surtout quand on livre une ogive. L'ogive, je vais vous le montrer, produit sur la cible l'équivalent d'une charge explosive de 4 ou 5 000 livres. C'est une charge explosive énorme. Et l'essentiel de la puissance de cette explosion vient de l'énergie cinétique de l'impact. Autrement dit, cet engin frappe le sol si vite qu'il se vaporise tout simplement. Sa vitesse dépasse largement celle, par exemple, des munitions Oreshnik. Wow. Les munitions Oreshnik frappent le sol à peut-être 3 km par seconde. Cet engin, lui, frappe le sol à plus de 4 km par seconde.
Or, à 3 km par seconde, vous obtenez une énergie cinétique équivalente à une énergie explosive équivalente au poids de la munition en TNT. Autrement dit, tout ça, ce n'est pas une explosion due à des matériaux explosifs. C'est une explosion provoquée par toute cette énergie cinétique, convertie presque instantanément en chaleur. Vous savez, le morceau de matériau qui frappe le sol est comprimé si vite par l'interaction avec le sol qu'il surchauffe jusqu'à 5000-6000 degrés Kelvin, soit la température à la surface du Soleil. Et cela se dilate violemment vers l'extérieur, comme une explosion. C'est une explosion. Or, quand ça frappe à 4 km par seconde, ça fait 4 km divisé par 3 km par seconde. Donc disons que ça fait peut-être 1,5 ou 1,6. Vous mettez ça au carré et vous obtenez l'équivalent énergétique approximatif en TNT d'un impact au sol à un peu plus de 4 km par seconde, soit environ 2,5 si vous faites le calcul précisément. La tête militaire pèse 1000 kg, donc disons 2000 livres. Vous obtenez ce facteur, 2000 livres de matériaux non explosifs, comprimés et transformés en explosion par l'impact de l'énergie cinétique. Cela porte donc la puissance explosive à 2200 kg. En plus, vous avez quelques centaines de kilos de matière explosive dans l'ogive. Donc quand cet engin touche le sol, sa puissance équivaut à celle d'un explosif de 2200 à 2700 kg, et il cause des dégâts considérables. Je peux vous montrer certains éléments qui l'attestent. Regardons simplement la deuxième diapositive. Voici le missile lui-même. C'est l'avant-garde. Et si vous regardez à droite du missile, là où l'on voit l'ogive elle-même, vous voyez un véhicule ailé à très faible traînée. Il entre donc dans l'atmosphère, il subit une traînée aérodynamique minimale. Et si nous regardons la diapositive 4, allons-y. Voilà. Vous pouvez voir qu'à l'arrière de cette ogive, il y a un moteur fusée. Voyez, le moteur fusée est à l'avant. Et ce moteur fusée peut générer quelques milliers de livres de poussée pendant 30-40 secondes, sans aucun problème. Donc pendant toute la phase de rentrée atmosphérique. Maintenant, si nous passons à la diapositive 6, on peut voir l'une de ces ogives arriver en Israël. Cette longue traînée lumineuse. À l'avant, on ne voit pas l'ogive, mais cette longue traînée lumineuse, ce sont les gaz d'échappement du moteur fusée. Il accélère donc cette ogive à des vitesses énormes. Et quand cette ogive frappe le sol, elle libère une force explosive considérable. Vous pouvez voir que tout le ciel s'illumine. C'est la lumière produite par ces températures extrêmement élevées, elle-même générée par l'énergie cinétique et par l'explosion. C'est comme si l'énergie explosive de 4 à 5 000 livres d'explosifs était libérée instantanément. Et si vous regardez la diapositive suivante, on peut même voir une puissante onde de choc. Vous pouvez voir une onde de choc intense. C'est vraiment une explosion intense pour qu'une onde de choc produite par l'explosion soit visible. Donc, si vous voulez simplement vous faire une idée des dégâts que peut causer l'une de ces explosions, pourquoi ne pas passer à la diapositive 13? Et voilà. Maintenant, en bas à droite de la 13e image, j'ai ajouté les contours de souffle. C'est Washington, D.C. Le bâtiment au milieu, c'est la bibliothèque du Congrès. C'est un grand bâtiment massif, en béton et en acier, et à droite, il y a un quartier juste à côté, avec, vous savez, des bâtiments ordinaires. Le plus petit des 4 cercles vous montre la zone où la pression de souffle atteint 40 livres par pouce carré. C'est sa limite. Tous les bâtiments à l'intérieur de ce cercle seront tout simplement rasés. Les bâtiments seront mis à terre. Voilà à quel point l'onde de choc sera intense. Dans l'anneau extérieur suivant, les bâtiments seront extrêmement gravement endommagés. Certains seront rasés.
be extremely severely damaged. Some of them will be knocked to ground. In the further ring, the 5 pound per square inch ring, Dans l'anneau suivant, celui de 5 livres par pouce carré, tout bâtiment à ossature en bois ou en briques non renforcées sera lui aussi rasé. Et puis dans le cercle extérieur, celui de 2 livres par pouce carré, les murs intérieurs s'effondreront. Les bâtiments ne seront peut-être pas détruits au point des 2 livres par pouce carré, mais les murs intérieurs de tous les bâtiments seront soufflés par l'onde de choc qui se propage à travers eux. Donc, cette seule ogive éliminerait essentiellement tout ce pâté de maisons. Vous vous souvenez du terme « blockbuster » pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'en est un. Maintenant, passons à la diapositive suivante, simplement pour montrer clairement quels seraient les effets de plusieurs ogives. Tout ce qu'elle montre, c'est que j'ai amplifié la première diapositive en y plaçant 3 zones de détonation. Et celui de gauche, qui je suppose passe à travers le toit de la bibliothèque du Congrès, détruira essentiellement toute la bibliothèque du Congrès. Car s'il pénètre dans le bâtiment, l'onde de choc aura tendance à y être confinée. Et l'onde explosive sera si intense autour de ce seuil de 40 livres par pouce carré que toute la structure intérieure sera détruite à cet endroit. D'autres parties de la structure plus éloignées seront gravement endommagées. Donc, le bâtiment ressemblera au bâtiment Murrah à Oklahoma City. Si l'ogive traversait le toit, les dégâts ressembleraient à ceux causés au bâtiment d'Oklahoma City par la bombe de 10 000 livres ou de 15 000 livres qui a explosé lors de l'attentat terroriste d'Oklahoma City. Donc, ce bâtiment serait entièrement détruit. Le troisième point de détonation qui apparaît en haut à droite détruirait cet autre bloc. Vous auriez donc 2 blocs de logement construits de manière classique détruits, ainsi que l'ensemble de la bibliothèque du Congrès, par ces 3 ogives hypothétiques frappant ces points de visée. Maintenant, imaginez que Tel Aviv soit soumis à cela. Pouvez-vous imaginer les dégâts à Tel Aviv? Parce que cela dure depuis un petit moment. Toutes les ogives qui frappent Tel Aviv ne sont pas de ce type. Voilà. Vous êtes vraiment rapide, Gary. Mais voici le type de dégâts qui seraient causés à l'intérieur de la bibliothèque du Congrès par cette ogive que j'ai supposé frapper la bibliothèque du Congrès. Ce sont donc des niveaux de destruction très graves. Et c'est ce qui se passe à Tel Aviv. Et les Israéliens ont censuré les informations sur ces attaques. Mais je comprends pourquoi Netanyahou disait à Trump, à un moment donné, qu'il était plus préoccupé par les missiles que par les armes nucléaires iraniennes. C'est ce qu'il a déclaré publiquement à plusieurs reprises. Voilà donc le type de dégâts qu'on verrait. L'onde de choc se propagerait plus loin à l'intérieur du bâtiment. Évidemment, à l'endroit de l'impact, elle aurait détruit et fait s'effondrer tous les étages. Et ce bâtiment, il n'y a rien d'autre à faire que de le démolir. Vous savez, c'est fini. C'est donc le genre de dégâts auxquels on peut s'attendre, à mesure que la guerre se poursuit, à Tel Aviv et à Haïfa, si les Iraniens commencent à attaquer Tel Aviv et Haïfa avec des missiles Al-Fatah. Ils causeront des dégâts très importants, mais moindres par missile s'ils n'utilisent pas ces ogives accélérées par fusée. Mais on parle de dégâts sérieux. Et ça peut durer très longtemps, parce que, est-ce qu'on a une idée du nombre de ces missiles que l'on pense que l'Iran possède? On ne sait vraiment pas, mais des centaines presque certainement. Des milliers, c'est tout à fait possible. Donc des centaines de ces engins causeraient des dégâts considérables. Mais s'il y en a des milliers, ce qu'on ne peut pas exclure, vous voyez, on parle alors de dégâts réels à Tel Aviv et à Haïfa. Vous pourriez mettre fin à la viabilité économique d'Israël en détruisant... Vous savez, il n'y a que quelques grandes villes où se concentre presque toute l'activité économique d'Israël. Almost all the economic activity in Israel is going on. So
Y a-t-il quoi que ce soit dans le système intégré et cumulatif de défense aérienne d'Israël? Vous parlez du dôme de fer, de la fronde de David, de tous les différents types d'installations dont il dispose, des THAAD, des PAC-3, etc. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse vaincre ces missiles? Non, non. Je pense que la capacité de manœuvre met en échec, par exemple, le THAAD. S'il avait une grande capacité à toucher des cibles, ce dont je doute, mais admettons que ce soit le cas, il lui faut 30 ou 40 secondes entre le lancement et le point d'interception. Or, en 30 ou 40 secondes, une ogive manœuvrante n'a besoin de dévier que de quelques mètres par seconde pour se retrouver largement hors de portée de la capacité de manœuvre de l'ogive du THAAD et pour qu'elle puisse finalement la toucher. Donc, si ces gens parlent d'ogives capables de manœuvrer à haute altitude, la partie est terminée. Le THAAD n'a aucune chance. La fronde de David n'a aucune chance non plus, parce que ces intercepteurs de plus haute altitude mettent de très nombreuses dizaines de secondes à atteindre les zones où ils vont tenter de frapper le missile entrant. Et vous ne pouvez pas prévoir où il va se trouver si le missile est capable de manœuvrer. Vous pouvez prévoir où il va se trouver s'il suit une trajectoire balistique. Et vous savez comment prévoir sa position, parce que la trajectoire est déterminée par la gravitation et l'élan. Mais ce n'est pas le cas pour un engin propulsé ou un engin doté d'ailes qui peut manœuvrer. Donc le jeu est complètement terminé. Ils n'ont absolument aucune chance de faire quoi que ce soit contre ces engins. La grande fraude qui dure depuis 30-35 ans, avec toutes ces fausses affirmations sur leur capacité, est désormais exposée. Il n'y aura absolument aucune capacité à intercepter ces engins. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Poursuivons dans cette direction. Certaines affirmations ont été avancées lorsque le président Trump a déclaré que nous avions abattu les 8 missiles. D'autres informations avaient été rapportées avant qu'il ne fasse cette déclaration. Pardon. Je vous en prie. Il y a déjà eu des affirmations selon lesquelles, aux États-Unis, certains disaient « Hey, on n'a eu que quelques minutes d'alerte avant que ces engins frappent. On a à peine eu le temps de se mettre à l'abri, etc. » C'est beaucoup moins que ce que nous avions auparavant. Et je me demande si vous pouvez en parler un peu. Les dégâts présumés causés par les frappes de l'Iran contre les radars, surtout ces derniers mois. Et si, qu'on touche quelque chose ou non, cela réduit notre temps d'alerte avant même que les missiles n'impactent. Eh bien, le radar THAAD a effectivement une capacité de longue portée. Et nos satellites dans l'espace peuvent voir le lancement. Ils peuvent suivre les 60 ou 70 premières secondes du vol propulsé parce qu'ils voient le panache de la fusée, le panache d'échappement. Une fois que ce panache s'arrête, les satellites ne peuvent plus suivre le missile. Mais en 60 ou 70 secondes, ils peuvent obtenir une estimation approximative pour savoir si, par exemple, un missile donné se dirige vers Israël ou non. Ils ne peuvent pas déterminer ni prévoir à partir de ces premières données si le missile va tomber à Haïfa, à Tel Aviv, à Be'er-Sheva ou ailleurs. Les satellites ne permettent donc pas de prédire avec suffisamment de précision le point d'impact. Mais à ce moment-là, le radar THAAD peut prendre le relais. Et je ne sais pas s'il y a déjà un radar THAAD en service. Les 5 radars THAAD ont été détruits très tôt dans la guerre, au cours des 2 premiers jours de la guerre, ou même dès le premier jour par les Iraniens. Mais ils ont retiré un radar THAAD de Corée du Sud, et je ne sais pas s'il est déjà opérationnel. Et le bon endroit pour le placer, afin qu'il puisse alerter la population israélienne, c'est Israël. Cela peut aussi être le meilleur endroit pour l'installer, parce qu'il est suffisamment éloigné pour qu'il y ait une chance de garder son emplacement difficile à trouver, même si j'en doute. Mais je pense que ce radar sera détruit tôt ou tard,
parce qu'ils finiront par le localiser. Et une fois qu'ils l'auront localisé, ils pourront le prendre pour cible, comme ils l'ont fait le premier jour de la guerre. Alors, quel est l'avantage des radars THAAD? Et existe-t-il d'autres catégories de radars similaires que nous pourrions déployer qui nous donneraient suffisamment d'informations sur les missiles entrant dans toute la région? Eh bien, les radars Arrow ont certaines capacités. Ils peuvent probablement détecter des objets à quelques centaines de kilomètres, ce qui donnerait 30, vous savez, quelques minutes d'alerte. C'est utile. Toute alerte est utile. À l'heure actuelle, sans ces radars, les Israéliens savent qu'une attaque va avoir lieu quelques minutes avant qu'elle ne se produise, parce que les satellites dans l'espace peuvent leur indiquer qu'un lancement a été effectué contre Israël. Mais ils ne peuvent pas leur dire où les missiles vont tomber. Donc si vous êtes à Tel Aviv, vous ne savez pas que c'est Tel Aviv. Et si vous êtes à Haïfa, vous ne savez pas que c'est Haïfa. Mais vous savez, dans quelques minutes, quelque chose pourrait se produire. C'est sans doute de cela que les Israéliens se plaignent. Maintenant, quand ils avaient les radars, ils pouvaient savoir que oui, Haïfa allait être touché. Et le radar pouvait vous donner 2 ou 3 minutes d'alerte, parce qu'on pouvait le voir d'assez loin pour savoir qu'il fallait se mettre à l'abri. Donc vous savez que c'est dans votre ville à Haïfa, par exemple, et vous savez que vous avez 2 ou 3 minutes pour rejoindre un abri. Ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est suffisant. C'est donc une bien meilleure situation que de savoir qu'il y a eu un lancement et que dans les 10 minutes qui suivent environ, une ogive risque d'exploser dans votre ville, près de chez vous, ou peut-être à Haïfa, ou peut-être à Beersheba. Vous ne savez pas. Alors tout le monde doit se mettre à l'abri dans tout le pays. C'est donc bien plus perturbant que de savoir que cela arrive dans 2 ou 3 minutes dans votre zone. Voilà la situation que vous avez sans les radars. Oui, ce n'est pas une situation idéale dans laquelle mener une guerre. Je vais vous poser une autre question dans un instant, mais d'abord, est-ce qu'il y avait autre chose dans cette présentation dont nous devrions parler? Pas particulièrement. Je pourrais parler du PAX 2 par rapport au PAX 3, mais nous pensons déjà que nous... Enfin, je peux en dire un peu plus là-dessus. D'accord, très bien. Je veux vous poser une question, parce que c'est justement dans l'actualité en ce moment. Apparemment, le commandant du commandement central, l'amiral Cooper, suggère que le président Trump essaie de modifier encore une fois la guerre. Cette fois, avec une nouvelle campagne de 2 semaines, mais avec des bombes plus puissantes. Ce qui m'a vraiment frappé, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, c'est que, selon NBC, Cooper a plaidé pour intensifier les attaques afin de réduire totalement les capacités balistiques de l'Iran. Selon lui, une approche de grande ampleur réduirait le besoin des États-Unis d'utiliser des munitions défensives, puisqu'il y aurait moins de tirs en provenance d'Iran. Mais je reviens toujours à cette question. Parce que, regardez, des bombardements plus lourds, est-ce qu'on a quelque chose qui puisse traverser tout ça et le neutraliser, alors qu'on n'y est pas parvenu pendant les 40 premiers jours, ni pendant les 13 suivants? Eh bien, je ne sais pas de quoi il parle. Enfin, je pense que lui non plus ne sait pas de quoi il parle. De quelle bombe parle-t-il, au juste? C'est ridicule. Les bombes dont nous disposons ne peuvent pas pénétrer jusqu'aux profondeurs nécessaires pour atteindre ces cibles situées sous les montagnes. Nous avons bien des bombes pénétrantes qui pourraient peut-être atteindre des tunnels, parce que ce sont des tunnels construits dans des zones désertiques à ciel ouvert. Mais vous ne savez pas où se tenait History Tunnel. Si vous savez où se trouve l'entrée d'un tunnel, vous ne savez pas où il mène ensuite.
Donc, enfin, je sais où se trouve l'entrée du tunnel. La voilà. Et le tunnel, vous savez, il va quelque part. Il avance, il tourne, puis il tourne encore, puis encore une fois. Et il y a d'autres tunnels qui partent de là. Je n'ai aucun moyen de savoir où se trouvent ces tunnels. Donc la seule possibilité, si jamais j'ai une ogive qui pourrait aller assez profond pour traverser le dessus d'un tunnel, c'est que je dois savoir où se trouvent ces tunnels. Et je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc je ne sais pas de quoi Cooper parle. C'est qui ce type? Désolé, je dois montrer mon ignorance. C'est qui Cooper? Oh, c'est le commandant du commandement central. Eh bien, ça explique pourquoi. Oui, c'est un gros problème. Donc je veux dire, si c'est bien le cas, alors je pose sans doute une question évidente, mais elle doit quand même être posée. Si 40 jours et 40 nuits de bombardement n'ont pas réussi à pénétrer toutes ces montagnes, ces villes de missiles dispersées dans tout le pays, et que cette campagne de bombardement de 13 jours n'y est pas non plus parvenue, je ne vois pas comment une autre campagne de 14 jours avec des bombes plus puissantes pourrait aboutir à un résultat différent de la précédente. Alors, où cela nous mènera-t-il si nous épuisons encore davantage nos capacités offensives pour un objectif impossible à atteindre? Je ne sais pas d'où sortent ces généraux 3 et 4 étoiles aujourd'hui. Je veux dire, il fut un temps où un général 3 ou 4 étoiles connaissait un peu les systèmes d'armes qu'il était censé gérer. Mais là, c'est ridicule. Ce type ne sait pas de quoi il parle. Je vous ai écrit un petit mot. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, mais dimanche, vous avez fait quelques commentaires sur les déclarations de Wesley Clark, sur le fait qu'on allait mettre cette ceinture autour de l'Iran. Quelle ceinture? Je veux dire, Wesley Clark a supervisé l'une des plus grandes absurdités de la guerre du Kosovo. C'était lui qui dirigeait la campagne du Kosovo. Pendant cette campagne, ils ont parlé de la destruction de plus de 200 chars serbes au Kosovo. Quand les Serbes se sont finalement retirés, je crois qu'ils n'avaient perdu pas plus de 10 ou 15 chars. Vous savez qu'est-ce que ce type Clark y connaît? Enfin, c'est le genre de généraux 3 étoiles et 4 étoiles qu'on a aujourd'hui. Je pense que ces types sont arrivés au sommet d'une bureaucratie sans jamais avoir été mis à l'épreuve au combat. Et, vous savez, il faut aller chercher certains de ces colonels, comme vous, qui ont été mis à l'épreuve au combat, et les promouvoir généraux. Au lieu de promouvoir généraux ceux qui sont les plus habiles politiquement, afin qu'on puisse faire la guerre si on doit la faire. C'est ridicule que ce type, Cooper, fasse une telle déclaration. Il devrait avoir honte de lui. Eh bien, s'il essaie, j'espère que ce sera le cas. Je pense que Gary essaie de retrouver, et les gens ne l'ont peut-être pas vu, ce commentaire de Wes Clark que nous avons montré ici. Ça mérite qu'on s'y attarde un peu. C'est tellement pathétique. C'est difficile à croire que ce soit ce genre de personne vers qui le pays se tourne pour des conseils militaires. Parce que, vous savez, je pense qu'il serait utile, au moins pendant un moment, que vous puissiez expliquer ce qu'il a dit pendant la campagne au Kosovo, puis ce qui s'est réellement passé. Eh bien, pendant la campagne du Kosovo, les Serbes étaient, vous savez, au Kosovo. Et pardon, juste en préambule, corrigez-moi si je me trompe. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. C'est bien ça? Oui, oui. Je veux dire, j'ai suivi cette guerre. Sinon, je n'en parlerai pas. Je dirai toujours, et je l'ai dit souvent dans votre émission, je ne sais rien de tout ça. Mais sur celle-ci, il se trouve que j'en sais quelque chose parce que je l'ai suivi. Oui, oui. Et pendant la campagne, les forces de l'OTAN affirmaient qu'elles détruisaient des pièces d'artillerie. Mes collègues et moi suivions la guerre de très près à l'époque.
Je n'avais pas encore été exclu de mon programme à cause de mes travaux sur la défense antimissile. Et vous savez, nous n'y croyions pas. Nous ne savions pas parce que nous n'avions aucun moyen de vérifier ces affirmations. Mais nous savions que les Serbes étaient très doués pour fabriquer des leurres. C'est dommage, j'ai une conférence que je donne. Si j'avais eu la présence d'esprit de savoir qu'on allait parler de ça, je vous montrerais certains des leurres qu'ils fabriquaient. Vous savez, ils prenaient un poteau en bois, et mettaient une boîte de conserve au bout. Puis ils ajoutaient, ils avaient une traverse, et ils mettaient des pneus de vélo. Pas les pneus, mais les rayons de vélo, des deux côtés. Donc, sur un radar, vous voyez le reflet, les échos radars des pneus, et vous voyez le reflet de l'extrémité du tube de ce qui serait une pièce d'artillerie. En réalité, ce n'est qu'une boîte qui ressemble à une pièce d'artillerie. Vous repérez donc cette pièce avec votre système radar aéroporté et vous l'attaquez. Vous la comptez comme détruite. Mais ce que vous avez détruit, c'était un leurre. Ils ont fait la même chose avec les véhicules blindés de transport de troupes. Donc apparemment, ce qui était rapporté, je suppose qu'ils ne mentaient pas ouvertement, c'est qu'à chaque fois qu'ils frappaient un leurre, ils le comptaient comme un véhicule blindé, ou un char, ou un véhicule, vous savez, une pièce d'artillerie. Ils en avaient donc quelques centaines. Si vous saviez ce que vous faisiez, disons, permettez-moi de vous prendre comme homme de paille. Vous savez, j'arrive et je vous dis, on a frappé ceci, on a frappé cela, blablabla. Et vous, vous êtes un officier expérimenté. Vous me dites très bien, mais comment savez-vous que vous l'avez frappé? Enfin, comment le savez-vous? Aviez-vous vraiment le visuel sur la cible? Avez-vous réellement vu cette chose exploser de vos propres yeux? Ou bien, pouvait-il s'agir d'un leurre? Enfin, vous êtes un officier général. Être officier général, c'est aussi comprendre les systèmes d'armes que vous utilisez et ceux qu'utilise votre adversaire. Vous savez que votre adversaire emploie des leurres, et vous savez aussi que vous pourriez causer des dégâts considérables à de véritables forces. Mais vous savez que les rapports que vous recevez peuvent être exacts ou non, parce que les systèmes qui vous transmettent l'information et les personnes qui vous la transmettent peuvent se tromper. On peut les leurrer. Vous savez, c'est pour ça qu'on a installé des caméras de tir sur les avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Non pas parce que les pilotes mentaient, mais parce que dans l'excitation du combat, pensaient avoir abattu quelqu'un alors que ce n'était pas le cas. Donc il a fallu installer des caméras de tir pour obtenir une meilleure précision. Aujourd'hui, vous avez une caméra de tir sur votre avion et on vous rapporte qu'un char a été détruit. La première chose que vous voudriez savoir, c'est que nous montrent les caméras de tir. Parce que s'ils étaient guidés vers l'emplacement par, vous savez, des systèmes de guidage radar et qui tiraient à travers le feuillage et qui avaient peut-être une fausse explosion, parce qu'on peut y placer un engin explosif pour le faire exploser, ça ne veut pas dire qu'ils ont détruit un char, un véhicule blindé ou autre chose identifiée par le... Vous savez, ils auraient tout aussi bien pu détruire un tas de grillages à poules disposés pour former l'apparence d'un véhicule qui explose. Vous savez, d'un véhicule blindé. C'est ça qui vous indique que l'information est réelle, que vous avez tué quelque chose. Mais si vous regardez à travers le feuillage, vous n'avez aucune information du tout. Et donc tout officier militaire compétent qui commande ses forces, et je suppose que Wesley Clark, qui est censé être compétent, à avoir. Eh bien, vous savez, je veux dire, c'était un général 4 étoiles, commandant des forces de l'OTAN. Il aurait dû l'être, du moins sur le papier. Mais l'autre jour, eh bien, nous allons devoir en rester là, j'en ai peur. Nous manquons de temps là, donc je ne pourrai pas...
I've worked personally. I've had the privilege. J'ai eu le privilège de travailler avec un certain nombre d'officiers généraux, dont certains étaient remarquablement compétents. Quand j'étais au Pentagone, j'en connaissais quelques-uns. En fait, la plupart de ceux que je connaissais quand ils étaient généraux 1 ou 2 étoiles et qui étaient très compétents sont ensuite devenus généraux 3 ou 4 étoiles. Je les connaissais et ils étaient très compétents. Parmi les généraux 4 étoiles que j'ai connus au plus haut niveau, certains semblaient compétents. D'autres, franchement, vous faisiez juste nom de la tête, vous voyez. Donc, je parle simplement en tant que conseiller technique. Je ne suis pas officier militaire. J'ai beaucoup de respect pour les compétences et les connaissances des officiers militaires, mais j'ai tout de même certaines connaissances techniques. Et je sais comment elles s'articulent avec les opérations militaires. Je ne prétends pas que je pourrais être officier militaire. Je ne le pourrais pas. I'm not suggesting I could be a military officer. I couldn't be. Pas besoin, même. C'est à ça que servent d'autres personnes. Mais nous comptons sur des experts comme vous pour ce que vous apportez ici. These guys Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. S'ils disent de telles choses, ils font preuve d'une profonde ignorance. found ignorance. Et c'est préoccupant. Oui, ça l'est, parce que c'est ce que le président entend. Mais il faudra voir si ça va marcher. C'est aussi ce dont dépendent nos troupes. Écoutez, nous vous remercions vraiment d'être venu aujourd'hui nous donner ces informations. Désolé pour ce malentendu aujourd'hui. Pas de souci du tout. Je suis simplement content qu'on ait pu vous avoir à l'antenne. Mais dans quelques minutes, nous recevrons Matt Bracken dans l'émission pour la première fois depuis longtemps. Il va parler de l'extension de la guerre au Moyen-Orient, pas seulement avec l'Égypte, mais aussi dans d'autres zones. Nous en parlerons très bientôt avec Matt Bracken. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. And we'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.